Maintenant, notre cerveau n'a plus de pensée. Il doit être actif, même partiellement. Mais lorsque l'ordinateur peut prendre le commandement de tout le travail et la majeure partie de la pensée, en fonctionnant avec la vitesse que le cerveau n'a pas, le cerveau s'affinera. Cela se produit. Ce n'est pas une déclaration exagérée du professeur. Cela se produit maintenant et nous ne le comprenons pas. En concentration, il y a toujours un centre à partir duquel nous agissons. Lorsque nous nous concentrons, nous le faisons pour un certain avantage, pour un motif profondément enraciné. Nous avons observé à partir d'un centre, alors qu'à l'attention, il n'y a pas de centre. Quand nous regardons quelque chose d'immense, comme les montagnes, avec leur extraordinaire majesté, le contour contre le ciel bleu et la beauté des vallées, cette beauté, pendant un moment, désactive le sang. Nous étions, pendant un moment, stupéfaits par sa grandeur. La beauté est cette perception lorsque le centre cesse d'exister. Un enfant, quand nous lui donnons un jouet, est ainsi absorbé par celui qui cesse de devenir une croix. Il obtient complètement le jouet. Mais quand il brise le jouet, il revient vers lui-même. La plupart d'entre nous sont absorbés par leurs différents jouets. Lorsque les jouets disparaissent, nous retournons à nous-mêmes. En nous comprenant, même sans le jouet, sans aucune indication, sans raison, et la liberté de spécialisation, ce qui rend le cerveau entier actif. Lorsque le cerveau est actif, il y a toute une attention. Nous réalisons ou ressentons toujours avec une partie de nos sens. Nous avons entendu de la musique, mais nous ne l'écoutons jamais vraiment. Lorsque nous regardons une montagne à cause de votre majesté, nos sens fonctionnent totalement. Alors, nous nous oublions. Lorsque nous regardons le mouvement de la mer ou vers le ciel avec la réaction d'une lune, lorsque nous sommes totalement conscients de tous nos sens, c'est une attention totale, parce qu'il n'y a pas de centre. Cela signifie que l'attention est le silence total du cerveau. Non, il n'y a plus de bavardage et il est complètement silencieux. Un silence absolu de l'esprit et du cerveau. Il existe plusieurs formes de silence. Le silence entre deux bruits. Le silence entre deux notes. Le silence entre les pensées. Le silence du moment où nous entrons dans une forêt. Là où il y a le grand danger d'un animal dangereux, tout est totalement silencieux. Ce silence n'est pas attaché à la pensée, ni né par la peur. Lorsque nous avons vraiment peur, nos nerfs et notre cerveau deviennent silencieux. Mais la méditation n'est pas cette qualité de silence. Elle est totalement différente. Son silence est le fonctionnement du cerveau entier avec tous les sens actifs. C'est la liberté qui produit le silence total de l'esprit. Cet esprit, ce cerveau qui est absolument calme. Il n'y a pas de silence produite par l'effort, la détermination, le désir ou la raison. Cette immobilité est la liberté de l'ordre qui est la vertu, qui est la correction comportementale. Dans ce silence est exactement ce qui est innommable et intemporel. C'est la méditation. Malheureusement, il n'y a que 2 conférences, et il sera nécessaire de condenser ce que nous avons à dire sur toute l'existence. Nous ne faisons aucune sorte de publicité. Nous ne vous persuadons pas de penser à une certaine direction, ni de les convaincre de quoi que ce soit. Nous devons être très certains de cela. Nous n'apportons pas de l'Est quelque chose d'exotique avec le contraste aisance qui se perpétue au nom des gourous et des gens qui écrivent des choses étranges. Après avoir visité l'Inde, nous n'appartenons pas du tout à ces gens. Et nous tenons à noter que, lors de ces 2 conférences, nous réfléchirons ensemble, non seulement en écoutant des idées et en acceptant ou en désaccord avec eux, nous ne créons pas d'arguments, d'opinions, de jugements. Mais ensemble, je veux dire, ensemble, vous et le conférencier, regardons ce qui a transformé le monde. Regardons ce qui a transformé le monde. Non seulement l'Occident, mais aussi l'Est, où il y a une grande pauvreté, une grande misère, avec une énorme surpopulation, où les politiciens aiment ici en Occident, ils ne sont pas en mesure de faire face à ce qui se passe. Tous les politiciens pensent en termes de tribalisme. Le tribalisme est devenu une entreprise glorifiée. Nous ne pouvons donc pas avoir de politiciens avec des dirigeants ou des livres qui ont été écrits sur la religion. Nous ne pouvons probablement compter sur aucune de ces personnes, ni scientifiques, biologistes ou psychologues.
Ils n'ont pas pu résoudre les problèmes humains. Je suis totalement certain que vous êtes d'accord avec tout cela. Nous ne pouvons pas non plus compter sur aucun des gourous qui, malheureusement, viennent en Occident et explorent les gens, devenant très riches. Ils n'ont rien à voir avec la religion. Cela dit, il est important pour nous, vous et le professeur de réfléchir ensemble. En pensant ensemble, nous voulons dire non seulement pour accepter toutes sortes d'opinions ou d'évaluations, mais aussi d'observer ensemble, non seulement à l'extérieur, ce qui se passe dans le monde, mais aussi ce qui est nous en arrivant tous en interne, psychologiquement. À l'extérieur, il y a une grande incertitude, une confusion, des guerres ou la peur de la guerre. Il y a des guerres qui se produisent maintenant dans certaines parties du monde. Les êtres humains se tuent. Cela ne se produit pas en Occident ici, mais il y a la menace de la guerre nucléaire et la préparation de la guerre. Et nous, les humains ordinaires, ne semblons pas capables de faire quelque chose pour tout cela. Il y a des manifestations, du terrorisme, une grève, affamer des gens, etc. Il y a un groupe tribal contre un autre. Et les scientifiques y contribuent, ainsi que des philosophes qui, bien qu'ils parlent, ont leur propre carrière particulière. C'est ce qui se passe vraiment dans le monde extérieur que tout être humain intelligent peut observer. Intérieurement, dans nos esprits, dans nos cœurs, nous sommes également très confus. Il n'y a aucun espoir, pas seulement, peut-être, pour nos idèmes, mais pour la génération future. Les religions ont divisé les humains en chrétiens, hindous, musulmans et bouddhistes. Ainsi, en prenant tout cela en considération, en observant objectivement, calmement, sans aucun préjudice, bien sûr, il est important que nous réfléchissions ensemble à tout cela. Penser ensemble, sans s'opposer à un avis à d'autres opinions, sans s'opposer à une conclusion, à une autre conclusion, un idéal, mais au contraire, en pensant ensemble et en voyant ce que nous, les humains, pouvons faire. La crise n'est pas dans le monde économique ou dans le monde politique, la crise est dans la conscience. Je pense que très peu d'entre nous s'en rendent compte. La crise est dans notre esprit et dans nos cœurs, c'est-à-dire que la crise est dans notre conscience. Notre conscience est notre existence dans son intégralité, avec nos croyances, avec nos conclusions, avec notre nationalisme, avec tous les bédos que nous avons. Ce sont nos plaisirs, les problèmes apparemment insolubles et ce que nous appelons l'amour et la compassion. Cela comprend le problème de la mort. Imaginez s'il y a quelque chose après la mort, quelque chose au-delà du temps et au-delà de la pensée, quelque chose d'éternel. C'est le contenu de notre conscience. C'est le contenu de chaque être humain partout dans le monde dans lequel il vit. Le contenu de notre conscience est le terrain commun de toute l'humanité. Je pense que nous devons le rendre très clair depuis le début. Un être humain de n'importe où dans le monde souffre, non seulement physiquement mais aussi à l'intérieur. Il est incertain, effrayé, confus, anxieux, privé de tout sentiment de sécurité profonde. Ainsi, notre conscience est commune à toute l'humanité. Veuillez écouter cela. Vous écoutez peut-être cela pour la première fois. Alors ne le jetez pas. Allons-nous enquêter ensemble? Pas quand vous rentrez chez vous, mais maintenant. Votre conscience, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos réactions, vos angoisses, votre solitude, vos peines, votre douleur, la douleur, votre recherche de quelque chose qui n'est pas seulement physique, mais qui va au-delà de toute la pensée. C'est la même chose que celle d'une personne qui vit en Inde, en Russie ou en Amérique. Ils traversent tous les mêmes problèmes que vous autres. Les mêmes problèmes relationnels les uns avec les autres, l'homme et la femme. Ainsi, tout le monde est dans le même terrain de conscience. Notre conscience est commune à nous tous, et donc nous ne sommes pas des individus. Veuillez considérer ceci. Nous sommes formés, éduqués, à la fois religieusement et académiquement, à penser que nous sommes des individus, des âmes séparées, en lutte pour nous-mêmes. Mais c'est une illusion, car notre conscience est commune à toute l'humanité. Nous sommes donc l'humanité. Nous sommes des individus séparés, luttant pour nous-mêmes. Ceci est logique et rationnel et sensé. Nous ne sommes pas des entités distinctes avec un contenu psychologique séparé, nous battons pour nous-mêmes,
Mais nous sommes chacun de nous, en fait, le reste de l'humanité. Peut-être que vous acceptez intellectuellement la logique cela, mais si vous vous sentez profondément, alors chaque activité de vous subira un changement radical. C'est la première question que nous devons penser ensemble. Que notre conscience, notre façon de penser, la façon dont nous vivons, certaines peut-être plus confortablement, avec plus abondante, plus facile à voyager que d'autres, est intérieurement, psychologiquement, exactement comme ceux qui vivent à des milliers et des milliers de kilomètres. Tout est une relation. Notre existence même est la relation. Notez ce que nous faisons de nos relations, les uns avec les autres, qu'ils soient intimes ou non, dans chaque relation. Il y a un conflit et une lutte énorme. Pourquoi? Pourquoi les êtres humains vivent-ils pendant plus de millions d'années? Ont-ils résolu ce problème de relation? Alors réfléchissons à ce matin, à ce sujet. Regardons ce qui est, en réalité, la relation entre un homme et une femme. Toute la société est basée sur la relation. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de relation. La société, il devient donc une abstraction. Nous observons qu'il y a un conflit entre l'homme et la femme. L'homme a ses propres idéaux, ses propres recherches, ses propres ambitions. Il est toujours à la recherche de succès, d'être quelqu'un dans le monde. Et la femme se bat aussi. Il veut aussi être quelqu'un qui veut accomplir, se transformer. Chacun cherche sa propre direction. Ainsi, l'homme et la femme sont comme deux chemins de fer qui courent des parallèles. Ils ne se rencontrent jamais, sauf peut-être au lit. Mais sinon, si vous observez profondément, jamais, en réalité, psychologiquement, intérieurement. Pourquoi? C'est la question. Lorsque nous demandons pourquoi, nous demandons toujours la cause. Nous pensons en termes de causalité, en espérant que si nous pouvons comprendre la cause, nous pouvons changer les faits. Nous posons une question très simple et très complexe. Pourquoi avons-nous pu résoudre ce problème de relation, bien que nous ayons vécu sur ce terrain il y a des millions d'années? Ce sera parce que chacun a sa propre image particulière et spéciale, formée par la pensée, et que notre relation est basée sur deux images. L'image que l'homme crée de la femme et de l'image que la femme crée. Ainsi, dans cette relation, nous sommes comme deux images qui vivent ensemble. C'est un fait. Si vous observez par vous-même très attentivement, si vous pouvez faire cette observation, vous en avez créé une image. Et elle a créé une image, une structure verbale de vous, l'homme. Ainsi, la relation est établie entre ces deux images. Ces images ont été formées par la pensée. Et la pensée n'est pas de l'amour. Tous les souvenirs de cette relation entre eux, les peintures, les conclusions les unes des autres, si nous observons soigneusement, sans aucun les préjugés, sont le produit de la pensée. Ils sont le résultat de divers souvenirs, expériences, irritations et solutions. Et donc, notre relation les unes avec les autres n'est pas l'amour, mais l'image qui se forme. Ainsi, si nous devons comprendre la réalité des relations, nous devons comprendre tout le mouvement de la pensée, parce que nous vivons par pensée. Toutes nos actions sont basées sur la pensée. Tous les grands bâtiments, les cathédrales, les églises, les temples et les mosquées du monde sont le résultat de la réflexion. Et tous dans ces bâtiments religieux, les figures, les symboles, les images, tout est l'invention de la pensée. Il n'y a pas de réfutation. La pensée a créé non seulement les bâtiments les plus merveilleux et le contenu de ces bâtiments, mais aussi créé les instruments de la guerre, la bombe, sous toutes ses formes. La pensée a également produit le chirurgien et ses merveilleux instruments, si délicats en chirurgie, et la pensée a également produit le menuisier, son étude sur le bois et l'instrument qu'il utilise. Le contenu d'une église, l'habileté d'un chirurgien, l'expertise de l'ingénieur qui construit un beau pont. Tout est le résultat de la réflexion. Il n'y a pas de réfutation. Ainsi, nous devons examiner ce qu'est la pensée, et pourquoi les êtres humains vivent de la pensée, et pourquoi la pensée a produit ce chaos dans le monde. La guerre,
et le manque de relations les uns avec les autres. Examinez la grande capacité de penser, avec son énergie extraordinaire. Nous devons également réaliser comment la pensée a apporté ce regret depuis des millions d'années à l'humanité. S'il vous plaît, regardons les choses ensemble. Regardons cela ensemble. Ils ne sont pas seulement opposés à ce que le professeur dit, mais nous examinons ensemble ce qu'il dit, afin que nous puissions comprendre ce qui nous arrive vraiment à tous, des êtres humains, car nous nous détruisons. La pensée est une réponse de la mémoire des choses passées. Il se projette également comme hope pour l'avenir. La mémoire est la connaissance. La connaissance est la mémoire de l'expérience. Autrement dit, il y a l'expérience. De l'expérience est une connaissance en tant que mémoire, et par mémoire, vous agissez, avec cette action que vous apprenez, ce qui signifie plus de connaissances. Nous vivons donc dans ce cycle. Ayant mémoire, connaissance, pensée et donc pour l'action, vivant toujours dans le domaine de la connaissance. Nous parlons de quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas quelque chose pour un week-end à écouter avec désinvolture. C'est quelque chose qui est lié à un changement radical de la conscience humaine. Nous devons donc penser à tout cela, regarder ensemble et nous demander pourquoi nous, êtres humains, nous vivons dans ce pays pendant tant de millions d'années, nous sommes toujours ce que nous sommes. Nous pouvons avoir technologiquement avancé, avoir de meilleurs médias, un meilleur transport, une hygiène, etc. Mais en interne, nous sommes plus ou moins les mêmes. Malheureux peu sûr, solitaires, portant sans cesse, et tout homme sérieux, quand il fait face à ce défi, vous devez y répondre. Vous ne pouvez pas l'accepter avec désinvolture et tourner le dos. C'est pourquoi ces réunions sont très sérieuses, mais très sérieuses. Parce que nous devons appliquer nos esprits et nos cœurs pour savoir s'il est possible de produire une mutation radicale dans notre conscience, et donc dans notre action et notre comportement. La pensée est née de l'expérience et des connaissances. Et il n'y a rien de l'absolument sacré dans la pensée. La pensée est un acte matérialiste. C'est un processus de matière. Et nous avons confiance en pensant à résoudre nos problèmes de politique, de religion et de nos relations. Notre cerveau, notre esprit, est conditionné, éduqué pour résoudre des problèmes. La pensée a créé des problèmes, puis notre cerveau, notre esprit, est formé pour les résoudre avec plus de réflexion. Tous les problèmes sont créés psychologiquement, intérieurement par la pensée. Suivez ce qui se passe. La pensée crée le problème psychologiquement. L'esprit est formé pour résoudre des problèmes avec plus de réflexion. Ainsi, penser, en créant le problème, essaie de le résoudre. Ainsi, il est arrêté dans un processus continu, dans une routine. Les problèmes deviennent de plus en plus complexes, plus insolubles. Par conséquent, nous devons savoir s'il est possible d'aborder la vie différemment, pas par la pensée, car la pensée ne résout pas nos problèmes. Au contraire, la pensée a produit une plus grande complexité. Nous devons savoir si c'est possible ou non, s'il y a une dimension différente, une approche totalement différente de la vie. C'est pourquoi il est important de comprendre la nature de notre pensée. Notre pensée est basée sur la mémoire des choses passées. En pensant à ce qui s'est passé il y a une semaine, en y réfléchissant modifié dans le présent et en le projetant à l'avenir. C'est vraiment le mouvement de notre vie. Ainsi, la connaissance est devenue très importante pour nous. Mais la connaissance n'est jamais complète. Par conséquent, la connaissance vit toujours dans l'ombre de l'ignorance. Ce n'est pas l'invention ou la conclusion du conférencier, mais il l'est ainsi. L'amour n'est pas un souvenir. L'amour n'est pas une connaissance. L'amour n'est pas le désir ou le plaisir. Le souvenir, la connaissance, le désir et le plaisir sont basés sur la pensée. Notre relation les unes avec les autres, bien que proche, si elle est examinée avec soin, est basée sur le souvenir, ce qui est pensé. Ainsi, cette relation, bien que vous puissiez dire que vous aimez vos femmes, leur mari ou leurs copines, est en réalité basée sur la mémoire. Ce qui est pensé, et il n'y a pas d'amour. Vous réalisez vraiment ce fait? Ou vous dites « Quelle chose terrible à dire. J'aime vraiment ma femme. » Mais est-ce vraiment? Peut-il y avoir de l'amour quand il y a de la jalousie, de la possession, de la connexion,
lorsque chacun poursuit sa propre ambition et une cupidité particulière, comme deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais? C'est l'amour. J'espère que nous pensons ensemble. Regardez ensemble comme deux amis qui marchent sur une route et voient ce qui les entoure. Pas seulement ce qui est très proche et peut-être immédiatement perçu, mais ce qui est à distance. Nous faisons le voyage ensemble, peut-être affectueusement, se tenant la main. Deux amis examinant le problème complexe de la vie. Aucun d'entre eux n'est leader ou gourou. Car lorsque nous voyons, en réalité, que notre conscience est la conscience du reste de l'humanité, alors nous réalisons que nous sommes à la fois gourous et disciples, enseignants et élèves, car tout cela est dans notre conscience. C'est une perception extraordinaire. Alors quand nous commençons à nous comprendre profondément, l'amour n'a aucun problème. Et pour comprendre la nature de l'amour et de la compassion, avec votre propre intelligence, nous devons comprendre ensemble ce qu'est le désir. Le désir a une vitalité extraordinaire, une persuasion extraordinaire, une impulsion et une portée. L'ensemble du processus de devenir, de succès, est basé sur le désir. Je souhaite que nous nous fassions de comparer les uns avec les autres, d'imiter et de nous conformer. Il est très important, lorsque nous comprenons notre nature, de comprendre ce qu'est le désir. Ne le supprimez pas, ne vous en échappez pas, ne le transcendez pas, mais comprenez-le, percevez tout son élan. Nous pouvons le faire ensemble. Ce qui ne signifie pas que vous apprenez du professeur. Le conférencier n'a rien à leur enseigner. S'il vous plaît, réalisez cela. Le conférencier agit simplement comme un miroir dans lequel vous pouvez voir. Ainsi, lorsque vous venez clairement, vous pouvez jeter le miroir. Il n'aura plus d'importance, et pourra même le casser. Comprendre le désir nécessite une attention et gravité. C'est un problème très complexe de comprendre pourquoi les êtres humains vivaient de cette énergie extraordinaire de désir, ainsi que de l'énergie de la pensée. Quelle est la relation entre la pensée et le désir? Quelle est la relation entre le désir et la volonté? Nous vivons beaucoup pour votre volonté. Alors, quel est le mouvement, la source, l'origine du désir? Si nous nous observons, nous verrons l'origine du désir. Il commence par les réponses sensorielles. Alors la pensée crée l'image et à ce moment-là, le désir commence. Nous voyons quelque chose dans la vitrine, une robe, une chemise, une voiture, peu importe. Nous la voyons et avons le sentiment. Alors nous le touchons, puis la pensée dit si je porte cette chemise ou cette robe, comment ça ira? Cela crée les images et le désir commence. Ainsi, la relation entre le désir et la pensée est très proche. S'il n'y avait aucune pensée, il n'y aurait que la sensation. Le désir est la quintessence de la volonté. La pensée domine la sensation et crée le stimulus. Le désir de posséder. Lorsque la réflexion fonctionne dans la relation, qui est la mémoire, qui est l'image que l'on est de la pensée, il ne peut y avoir aucun amour. Le désir sexuel ou d'autres formes de désir empêchent l'amour, car le désir fait partie de la pensée. Nous devons considérer dans notre examen la nature de la peur, car nous sommes tous attachés à cette terrible chose appelée la peur. Nous semblons pouvoir le résoudre. Nous vivons avec lui, nous nous habituons à lui, ou à lui à nous échapper à travers le plaisir, le culte, à travers diverses formes de divertissement, religieuses et autres. La peur est commune à nous tous, que nous vivions dans ce pays ordonné et propre ou en Inde, où il y a des troubles et une surpopulation. Le problème est le même, la peur avec laquelle l'homme vit depuis des millions et des millions d'années et n'a pas pu résoudre. Est-il possible? Nous posons sérieusement cette question. Est-il possible d'être totalement, complètement exempt de peur? Pas seulement les formes physiques de la peur, mais beaucoup plus subtiles de la peur intérieure. Les peurs conscientes et les peurs profondes et découvertes dont nous ne savions jamais existent. Le problème de ces peurs ne signifie pas l'analyse. Il est temps de rechercher l'analyste lorsque vous avez un problème. Mais l'analyste est comme vous et moi. Il n'a qu'une certaine technique. L'analyse implique l'existence d'un analyste. Est-ce l'analyste différent de ce qu'il analyse?
Où est l'analyste analysé? L'analyste est analysé. C'est un fait évident. Si je m'analyse, qui est l'analyste en moi qui dit « dois-je analyser ?» Est-ce toujours l'analyste qui se sépare de l'analyse, puis examine ce qui devrait être analysé? Ainsi, l'analyste est ce qu'il analyse. Ils sont la même chose. Les séparer est une astuce qui nous prêche. Mais lorsque nous observons, il n'y a pas d'analyse. Il n'y a que l'observation des choses telles qu'elles sont. Observer ce que c'est vraiment de ne pas analyser ce que c'est. Parce que, dans le processus d'analyse, nous pouvons nous tromper. Si ils aiment ce jeu, vous pouvez y jouer. Ils le joueront sans cesse à mort, analysant et ne produisant jamais une transformation radicale en vous, tout en regardant le présent tel qu'il est, pas en tant qu'allemand, anglais ou français, ou comme tel ou tel. Voir ce qui se passe réellement est la pure observation des choses qu'elles sont. Observer ce que la peur n'est pas d'examiner la cause de la peur, ce qui implique une analyse et de plus en plus en arrière à l'origine de la peur. C'est apprendre l'art d'observer et de ne pas traduire ou interpréter ce que nous observons. Mais regardez, comment nous observions une belle fleur. Au moment où nous l'avons démantelée, la fleur n'existe plus. C'est ce que fait l'analyse. Mais observez la beauté d'une fleur ou la veilleuse sur un nuage, ou un arbre solitaire dans une forêt. Juste notaire. Ainsi, de la même manière, nous pouvons observer la peur. Et quelle est la racine de la peur? Pas les différents aspects de la peur. Nous demandons s'il est possible d'être absolument libre du peur. Psychologiquement, intérieurement, quelle est la racine de la peur? Que signifie la peur? La peur n'est pas du tout née. Quelque chose qui nous a causé de la douleur dans le passé et qui peut se reproduire à l'avenir. Non. Ce qui peut arriver maintenant. Car maintenant, il n'y a plus de peur. Vous pouvez voir par vous-même que la peur est un processus temporel. Quelque chose qui s'est produit la semaine dernière. Un incident qui a causé des douleurs psychologiques ou physiques. Et à partir de cela, vient la peur qu'une telle chose puisse se reproduire demain. La peur est un mouvement dans le temps. Un mouvement du passé au présent, modifiant l'avenir. Ainsi, l'origine de la peur est pensée. Et la pensée est le temps. C'est l'accumulation de connaissances par expérience. La réponse de la mémoire, comme pensée, puis action. La pensée et le temps sont donc un cas. La pensée et le temps sont les racines de la peur. C'est très évident. C'est ça. Maintenant, il ne s'agit pas d'arrêter de penser ou de temps. Bien sûr, il serait impossible de les arrêter. Parce que l'entité qui dit « je dois la penser des stages » fait partie de la pensée. Ainsi, l'idée d'arrêter de penser est absurde. Cela implique un contrôleur qui essaie de contrôler la pensée. Et ce contrôleur est créé par la pensée. Veuillez noter cela uniquement. L'observation est en soi une action. Non pas que nous devrions faire quelque chose contre la peur. Comprenez-vous cela? Supposons que j'ai peur d'une chose, de l'obscurité, que ma femme quitte, solitude, de cela ou de cela ou de cela. Je suis profondément terrifié. Vous apparaissez et m'expliquez tout le mouvement de la peur. L'origine de la peur, qui est le temps. J'ai ressenti de la douleur. J'ai eu un accident, ou un incident qui m'a causé de la douleur. Et ceci est enregistré dans le cerveau. Et le souvenir de cet incident dernier produit la pensée que cela peut se reproduire. Et donc, il y a de la peur. Alors vous m'expliquez cela, et j'entends votre explication très attentivement, je réalise votre logique, votre sagesse. Je ne rejette pas, j'entends. Et cela signifie que l'écoute devient un art. Je ne rejette pas ce que vous dites, ni n'acceptez, mais j'observe. Et je note que ce que vous me dites sur le temps et la pensée est réel. Je ne dis pas « je dois arrêter de penser et de temps », mais comme je me suis expliqué, je regarde ce mouvement et je ne m'échappe pas de lui. Je n'enfuis pas de lui, mais je vis avec lui. Je le regarde, je mets toute mon énergie à regarder.